Yves Gingras voilà, est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche au Canada en histoire et sociologie des sciences. Donc ça, là-dessus, il est vraiment très, je veux dire, sur l'histoire et la sociologie des sciences, est reconnu au niveau mondial. Donc Yves Gingras est reconnu au niveau mondial. Donc on est très content qu'il soit invité. Alors il a aussi, je veux dire, pour dire aussi, il est président et créateur de, on va dire, l'équivalent de l'OST en France, de l'Observatoire des sciences et techniques en France, observatoire qui a été, je le rappelle, rattaché en France à l'HTRS. Donc voilà. Et du coup, il est même membre du conseil d'administration de l'OST en France, parce que du coup, ils t'ont demandé, voilà. Donc pour nous, c'est en même temps important sur les côtés de l'évaluation sur lesquelles il est critique. Je vous renvoie aussi à son livre qui était en anglais, qui a même été publié en français en 2013 sur les dérives de l'évaluation de la recherche. Donc, pour bien montrer là, donc il va pouvoir nous en parler aussi, justement. C'est ce côté aussi très critique. Et donc, avec nous, on est très content de l'avoir. On a déjà travaillé avec. Du coup, on a pu faire un workshop mercredi dernier, très intéressant, effectivement, sur toute la journée, à échanger d'un point de vue aussi technique, etc., justement. Voilà. Avec Madi Delgani, qui en même temps qui est en thèse, effectivement, au lycée des Paris 13, et qui du coup fait un papier commun actuellement, et du coup a profité là justement du voyage pour pouvoir presque finaliser d'ailleurs leur papier en commun, etc. Voilà, pour nous c'est évidemment, pour le CEPN, on est très contents, et on espère, justement d'ailleurs, on a prévu, dans le cadre de notre projet de recherche, etc., de continuer à travailler. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment à votre invitation. Donc, on a vu effectivement le workshop le mercredi un peu plus technique. J'ai pensé que, bon, bien sûr, on va discuter du papier que j'ai soumis, mais pour comprendre le papier, je veux quand même le situer dans une perspective beaucoup plus générale, parce que moi, l'application de mon analyse historique et sociologique à la transformation des sciences, moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation des sciences globales du 17e jusqu'au 21e siècle. Et de ce point de vue-là, j'utilise des techniques bibliométriques pour comprendre justement la dynamique de la recherche, y compris dans la mesure des déterminants de la productivité. Ça, c'est le pôle plus évaluatif. Mais il y a tout un pôle moins connu, et qui, à mon avis, est aussi important. C'est le pôle dynamique de la recherche, et là, d'expliquer quel type de méthode on peut utiliser pour comprendre ça. Donc, je vais commencer avec une présentation avec des techniques générales, et ensuite, je montrerai les résultats sur le cas de l'économie. Donc, quand on analyse les publications scientifiques, on s'intéresse souvent à savoir quelle est la relation entre deux articles. Donc, au lieu de qualitativement de lire deux papiers puis de dire oui, ces deux papiers-là se ressemblent, c'est de l'économie, si vous avez 1 million d'articles, vous ne pouvez pas commencer à faire ce genre de choses-là. Donc, en sciences de l'information, on a développé deux techniques fondamentales. Je ne sais pas pourquoi tu capotes. Ils présentent les deux un superposé, là. C'est la première fois qu'il fait ça. Connerie. Il garde la première image, puis il ne met pas la deuxième. Et sur les autres, après, non, mais après, ça marche. C'est que pour un, ça. Ah! OK. Il a trouvé un signal français, là. French technology. Oui, French technology. Puis en plus, je m'excuse, mon PowerPoint est en anglais, mais je n'ai pas le temps de le refaire, mais je me suis dit, les économistes, ils publient juste en anglais. Et c'est plus prestigieux si mes PowerPoints sont en anglais déjà. Donc, je me dis que c'est gagnant-gagnant. Parfait. Donc, il y a deux techniques fondamentales qui sont très importantes. Une qu'on appelle le couplage bibliographique, qui consiste à dire j'ai un article A et un article B,
Donc, je veux savoir si ces deux articles-là se ressemblent, donc ont une proximité. Donc, c'est une mesure de distance conceptuelle. Est-ce que c'est de l'économie? Est-ce que c'est de la physique? Est-ce que c'est de la chimie? Donc, la première approche, qui est intuitivement très simple, au fond, c'est de comparer les deux bibliographies. Si vous avez deux articles A et B qui ont 100% leur référence identique, la probabilité qu'ils parlent de la même chose, avec un discours dans le texte qui peut être différent, mais dont l'objet est le même, est très grande. On ne peut pas imaginer deux articles de physique qui citent juste des papiers d'Einstein et qui parlent de Platon. C'est contre-intuitif. Donc, au fond, l'indice est simple, c'est de se dire, s'il y a 0 référence en commun, la proximité est faible. Donc, même à l'intérieur de l'économie, on pourrait citer des sous-ensembles relativement autonomes, bien que c'est en termes d'économie. L'économie de la santé va peut-être citer moins d'économétrie. Donc, on peut aller à des sous-ensembles. Donc, l'intuition de base, c'est couplage bibliographique. Donc, dans l'article qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. On a couplé, on a créé des unités communes automatiquement par le couplage bibliographique. Ça, c'est une approche. Et donc, on voit que le couplage, ça dit les acteurs, de façon individuelle et sans se connaître, réfèrent à Krugman ou à Einstein, mais au fond, comme le domaine a une certaine cohérence, la probabilité de citer les grands bons est élevée et on va donc retrouver une communauté là-dedans. L'autre approche, qui est une forme d'inversion, c'est que on couple les articles cités, non plus les deux documents, mais on couple les articles cités en se disant, si un auteur A cite Einstein, je parle de physique parce que moi je suis physicien, je ne suis pas économiste, s'il cite Einstein, puis à chaque fois qu'il cite Einstein, il cite Lorentz, ça s'appelle une co-citation. A est cité avec B. Par exemple, Descartes avec Gassendi. Si vous avez Descartes, vous avez des bonnes chances qu'il va y avoir Gassendi. Pourquoi? Parce que ces deux-là sont toujours en train de se chicaner, donc on les cite ensemble. Donc la co-citation, c'est ma méthode préférée, parce que contrairement au couplage, mais ça devrait donner la même chose au niveau macro, parce qu'au fond, c'est comme l'inverse un de l'autre. Il faut que ça donne des choses cohérentes. Ça ne peut pas donner, a priori, ça ne peut pas donner des choses bizarroïdes. En théorie. Mais pourquoi c'est plus intéressant sur le plan sociologique? Parce que maintenant, la proximité entre les deux documents, ou les deux personnes, ça peut être, vous pouvez dire c'est les documents, mais vous pouvez dire aussi c'est les personnes. Donc, c'est ça, un ou l'autre. C'est que la proximité entre les deux personnes est faite par l'acteur lui-même. Donc, c'est la personne qui dit, moi, je cite Poincaré avec Lorentz. Et je cite Einstein avec Poincaré. Je prends l'exemple de Poincaré d'Einstein, c'est pas un hasard, c'est qu'en France, il y a eu un gros débat dans les années 2000 où il y a des bizarroïdes diplômés de l'école de l'X, pour le dire en bon français, qui disaient qu'au fond, Einstein avait plagié Poincaré. C'est un peu absurde, mais on peut montrer, et j'ai montré de façon bibliométrique, que les acteurs de l'époque, qui connaissaient très bien les travaux de Poincaré, mais les travaux de Poincaré sont dans l'espace des mathématiques. Et bien qu'il fait un peu de physique, l'espace de la physique mesuré par les co-citations ne met pas ensemble Poincaré et Einstein, mais met Lorentz et Einstein, bien que ces gens-là se connaissent. Mais les acteurs disaient, oui, on lit du Poincaré, mais c'est pas du Einstein. Alors qu'à l'inverse, j'ai montré que si on prend la mécanique quantique en 1927, quand on cite Heisenberg, on cite Schrödinger, parce qu'on sait que c'est la même théorie, une sous forme ondulatoire, l'autre sous forme de matrice, mais c'est la même théorie. Donc, la co-citation, c'est l'acteur qui fait le geste de rapprocher. Donc, c'est vraiment la meilleure approche sociologique. C'est les co-citations. L'autre, il est bon aussi, et souvent, il est plus facile à faire. Donc, finalement, on fait on a fait pour le cas de l'économie ici, du couplage bibliographique. Dans l'analyse des citations et des publications, bien sûr, on veut des grosses bases de données. Je rappelle seulement brièvement qu'au fond, les bases de données, il n'y en a pas 10 000, à moins d'en construire une soi-même. Il y en a essentiellement 3. Une qui est gratuite, qui est Google Scholar,
Ça s'appelle comme ça, le Scholar? Bon. Où il y a tous les papiers, y compris des PDF qui ne sont pas des papiers, mais mais il y a plus de nettoyage à faire, il n'y a pas d'adresse. Où il y a les deux grandes bases qui coûtent la peau des fesses. Scopus et Web of Science, mais qui sont relativement propres en termes de données, mais qui coûtent très cher. Donc, il y a toujours un problème. Mais avec donc de l'analyse bibliométrique, on peut faire, comme moi qui m'intéresse, des relations, où on peut suivre les réseaux de citations, ce qui est autre chose. Et par exemple, Garfield, qui est le créateur du Web of Science, en 1955, a développé, c'est gratuit sur Internet, ça s'appelle IstCite, qui nous donne le spaghetti, au fond, des citations d'un article que vous choisissez. Donc, le temps descend. Et bien sûr, si le temps, il faut que l'article soit paru, donc les citations remontent le temps. Et avec ça, ça peut nous dire l'histoire d'un domaine, l'histoire automatique d'un domaine. Et ils ont fait un test dès 1962, donc le premier Science Citation Index de 1961, pour vérifier qu'on pouvait écrire avec l'analyse des citations une histoire des sciences et que ce serait réaliste, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'une citation, qu'est-ce que la bibliométrie, est-ce que ça reflète l'histoire classique des historiens avec leurs archives? Et ils ont fait une étude très intéressante sur l'histoire de l'ADN. Donc, ils ont pris le livre classique de Watson sur la double hélice, qui raconte l'histoire du point de vue de l'acteur, et ils ont pris en note les articles qui citent les auteurs, et ensuite, ils ont regardé les citations automatiquement, et essentiellement, on retrouve ce qui est cohérent, parce que si Einstein était connu, c'est peu probable qu'il ne soit pas cité. C'est quelque chose de... Donc, la mythologie que des grands chercheurs méconnus, et que 10 ans plus tard, on les cite, ça n'existe pas. Bien que il y a plein de savants qui croient ça. Toutes les études bibliométriques montrent le contraire. Je ne connais aucun cas. Zéro. Donc, c'est la mythologie de savants. Je l'explique dans le chapitre 1, là, tous les mythes sur les citations. Je ne reprends pas en détail, mais pour vous dire qu'il y a moyen de détruire ces mythes-là. Et donc, paradoxalement, l'analyse automatique des citations nous donne déjà un premier squelette du domaine. On voit bien qu'ici, je ne connais pas le domaine, ici, il a pris ses propres travaux en bibliométrie, à côté self-centered. Et donc, le 1, c'est le texte de Garfield dans la revue Science, en 1912, et on voit que c'est le point de départ de tout un domaine, mais qu'il y a un article 57 qu'on ne voit pas, qui est assez central, parce qu'il est très cité après 87, etc. Donc, on peut automatiquement construire avec l'analyse des citations l'histoire d'un domaine. Ce qu'on peut faire aussi, on peut analyser justement l'évolution des collaborations. Par exemple, ici, j'ai pris le cas entre 1900 et 1945, l'évolution, au fond, de la morphologie des mathématiques, de la physique et de la chimie en regardant les papiers à plus d'un auteur. Et la surprise, c'est que dès le début du siècle, la chimie est une chimie déjà très organisée, parce que la majorité des articles, presque, est à plus d'un auteur. Donc, la division du travail en chimie est déjà très avancée, et celle de la physique l'est 3 fois moins. Donc, on est encore au niveau de la physique dans un petit laboratoire à jouer avec des fils électriques. Et les maths, bien sûr, sans surprise, la mythologie du crayon est vraie au début du siècle et la pente est très faible. Alors, ce qui est intéressant pour la physique, c'est qu'on voit que la pente change un peu pendant la guerre pour retomber, parce que, bien sûr, les gens sont occupés à faire la guerre et non pas de la physique. Et donc, on a là, de façon macro, sur une base de données, des données qu'autrement, il sera très difficile de localiser. Ça, on voit aussi la croissance du nombre d'auteurs, c'est-à-dire le nombre de papiers à 2 auteurs, à 3 auteurs, à 4 auteurs augmente constamment. En chimie, déjà, les papiers à 4 auteurs ou plus commencent à être visibles dans les années 40, alors que pour la physique, les papiers à 4 auteurs et plus vont apparaître plutôt dans les années 60-70. Donc, on peut construire la courbe jusqu'à nos jours. Et on peut comparer aussi les relations dans les références entre les pays. Donc, le flux de connaissances à travers les pays, en disant, si on cite Annalen der Physik, on sait au début du siècle, Annalen der Physik publie essentiellement des papiers allemands, alors qu'American Physical Review publie essentiellement des papiers
américains. Donc, on peut suivre ça. C'est moins vrai de nos jours, mais on peut le voir par les adresses. Donc, voyez-vous, avec la base de données, on peut faire beaucoup sur comprendre l'évolution de la dynamique. Et si on a une mesure, justement, de la mobilité des chercheurs, en un sens, quel chercheur va publier dans plusieurs domaines? Et à l'époque, on voit très bien que les disciplines sont essentiellement fermées sur elles-mêmes et que les chimistes ne font que de la chimie, un peu de chimie physique qui émerge d'ailleurs au début du 20e siècle et que très peu, il y en a 20 qui, à la fois, ont publié dans des revues de chimie, de physique et de mathématiques. Donc, c'est archi exceptionnel, la mobilité interdisciplinaire qui est mise de l'avant de nos jours. Donc, on peut suivre l'interdisciplinarité avec des données bibliométriques. Bon, ça, c'est l'évolution des papiers par pays. C'est intéressant. Bon, là, on sait que la base, on voit, par exemple, depuis 15 ans, la croissance exponentielle de la Chine. Mais sur le plan historique, ça, c'est intéressant parce qu'on voit que la montée, dans le cas de la plupart des disciplines, mais si je prends la physique, la montée des États-Unis, c'est immédiatement après la Première Guerre mondiale et ce n'est pas après le milieu des années 30. Il y a une vieille thèse qui veut que, bon, c'est l'immigration des grands savants européens des années 30, à cause, bien sûr, du nazisme et du fascisme en Italie, parce qu'Enrico Fermi, tous ces gens-là vont immigrer aux États-Unis, que la physique américaine se développe. Non, c'est un courant qui était déjà très bien amorcé, que, bien sûr, eux ont contribué à développer, mais qui n'en sont pas l'amorce. Mais pour voir ça, il faut aller au-delà des histoires biographiques. Il faut avoir des bases de données qui nous donnent beaucoup d'informations. L'autre chose aussi qu'on peut voir, c'est justement les relations entre disciplines. On l'a vu un peu indirectement par les auteurs, mais c'est est-ce que les revues de physique citent des revues de chimie et des revues de maths? Et là aussi, donc, on a les relations interdisciplinaires en regardant les références. Et on voit très bien que les disciplines sont d'abord disciplinaires et très peu les maths ne citent pas beaucoup de physique et de chimie, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour chacune des disciplines, on voit que le domaine, c'est leur domaine, c'est tout à fait normal. Si on regarde la chimie, ils citent peu d'autre chose que de la chimie. Ça, c'est les mêmes données, mais sous forme de... Et maintenant, c'est les citations. Ça, on voit ici par la chimie que l'Allemagne domine ce concept. L'Allemagne domine la chimie depuis la fin du 18e siècle, du 19e siècle, 1870 jusqu'à 1939. L'Allemagne domine totalement la chimie, presque la physique, alors que la France est très forte en maths. Et on le voit par le niveau de citation étrangers pour les différents pays. Alors qu'il y a une tendance à s'auto-citer dans les pays, on trouve que dans le cas de la chimie, que les chimistes soient américains ou français, ils n'ont pas le choix de citer la chimie allemande qui est dominante. Donc on peut construire donc des mesures de domination d'un champ à travers les disciplines. Et, comme je le disais tantôt, il y a peu de citations de maths en physique, en chimie, et il y a peu de citations de physique en maths. Donc, les disciplines au début du siècle sont relativement fermées sur elles-mêmes. Ce qui nous amène à un autre indice qui nous rapproche de l'économie, c'est qu'étant donné qu'on a les citations, on peut donc, comme je le disais tantôt, construire les co-citations. Donc, quels sont les auteurs qui sont cités ensemble? Et là, on a un indicateur extraordinaire parce qu'on parle souvent, en sociologie des sciences, de la structure conceptuelle d'un domaine. Mais comment la construire autrement qu'intuitivement? Ma prétention, c'est que l'analyse des co-citations nous donne la structure du champ. Véritablement, la structure du champ. Et donc, ici, j'ai le cas de la physique entre 1900 et 1904, donc avant la théorie de la relativité. Premièrement, on voit que c'est un domaine qui est relativement petit, hein, la physique, ça reste artisanal. On n'est pas encore dans la massification de la science qui va être après la Deuxième Guerre mondiale. Et si on connaît un peu le domaine, on voit que le cœur, bien sûr, c'est Thomson, découvreur de l'électron en 1897. Donc, le cœur de la physique au début du siècle, c'est travailler au fond sur l'électron, la diffusion des électrons dans le gaz, c'est le cœur de la science. Mais il y a un autre cœur de la science qui est les propriétés de la lumière, le fameux corps noir. Et on voit que là, on a Planck, Paschen, Luhmann, exactement les Wien, la loi de Wien, la loi de Paschen, donc tous des physiciens qui travaillent sur les propriétés de la lumière. Bon, ça, je le sais parce que je suis historien de la physique, mais si je ne le savais pas, j'étais martien, je verrais déjà qu'il y a une structure dans ça.
Et que la physique, c'est pas n'importe quoi. Il y a des cas, et là aussi, on a un noyau important autour de Paul Drude, parce que Paul Drude, c'est le spécialiste de la diffusion des électrons dans les métaux. Donc, c'est relié. Donc, ici, on a une structure que la physique début du siècle est centrée, au fond, sur l'électron. Mais ici, le problème, c'est que j'avais vers 2008, moi je le sais, mais je veux une technique automatique, au lieu que ce soit moi qui regarde ça, ou un économiste qui dit, oui, ça, c'est la théorie des jeux, ça. Je dis, OK, essayons de faire ça automatiquement. Et si on fait ça dans le temps, voyez-vous, ici on a 1904, là on a 1912, donc un monde totalement différent, parce qu'Einstein est arrivé, et on voit effectivement, mon Albert, je ne sais pas, il est ici, hein. Einstein est là. Et donc, qui est autour d'Einstein? Bien, effectivement, les travaux qui sont liés autour de Lorentz, Planck, Sommerfeld. Donc, on a toujours la physique atomique avec Thomson qui est là. Rutherford, les Curie sont quelque part dans le coin, où je ne sais plus ce qu'ils sont. Les Curie devraient être là, mais ils ont disparu. Tant pis. OK. Non, il était ici. Parce que c'est le début du siècle. Les Curie trouvent à la fin du 19e siècle la radiation nucléaire. Donc, les Curie sont avec Rutherford. Donc, ça marche parfaitement. Et si on va, justement, quand je parlais de l'espace des maths, moi, je pensais pas que je l'avais mis, pour montrer que l'espace conceptuel de circulation de Poincaré, c'est en mathématiques. Il suffit de faire le graphique et on voit Poincaré en plein cœur autour des grands mathématiciens de l'époque, Weierstrass, l'autre, Klein, tous les grands. Et donc, effectivement, c'est un noyau important, pas en physique, bien qu'il ait publié sur la physique. Parce que c'est un grand mathématicien de génie, il prenait un article, il trouvait toutes les erreurs des physiciens comme Lorentz, c'est pas il corrigeait. Mais Lorentz dit, je vous remercie de m'avoir corrigé, mais ça n'a rien changé à ce que j'ai fait. Parce que je fais une erreur de calcul. Donc, c'est pour ça que les physiciens ne voient pas la relativité dans Poincaré, contrairement à ceux qui prétendent le contraire. C'est anachronique et c'est idéologique, purement. Là, quand on 25-30, on voit là une transformation encore là conceptuelle importante, c'est la mécanique quantique, et on voit une densification beaucoup plus grande. Donc, on voit la montée de la morphologie de la discipline. Au lieu d'être 12 dans un coin, ils sont des centaines, etc. Mais encore là, on a des structures dans ça. Là, je vous passe les détails, mais ici, on voit des années 30-40, donc c'est la physique nucléaire. On voit la physique de l'état solide. Donc, on a donc des techniques. Ce qui est intéressant maintenant, comme on a un réseau, on prend les techniques des réseaux sociaux, l'analyse des réseaux, donc les concepts de centralité, d'égo-centralité, de densité, et on importe ça pour comprendre la dynamique intellectuelle. Et là, on voit la chose suivante. Si je me dis, OK, dans ces acteurs-là, qui sont les acteurs centraux? Donc, les acteurs les plus co-cités avec tous les autres. Si tout le monde les co-cite, c'est que ces gens-là sont au cœur de la discipline. Donc, la centralité versus la périphérie, il y a beaucoup de travaux sur la question de centralité et périphérie, pays périphériques, péricentraux. Il y a toute une littérature qui critique ces notions-là en disant, bon, centre-périphérie, c'est idéologique, etc. C'était vrai jusqu'à un certain point lorsque centre et périphérie était une métaphore. Mais ici, ce n'est pas une métaphore, c'est une définition opérationnelle. La centralité est mesurée par un indice. Donc, ça enlève cet aspect-là et ça donne au centre et à la périphérie un sens très précis, qui est intuitif aussi, mais qui est mesuré maintenant. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si on fait ça, et on prend tous mes individus, j'ai divisé la période en période de 5 ans, 1900, 1904, et tout ce qui est en gris, ça veut dire c'est ceux qui sont centraux, donc dans les plus centraux, les 10 premiers, ça peut être 20 premiers, mais j'ai pris les 10 premiers, donc c'est très sévère comme contrainte. Ceux qui sont centraux dans la discipline plus que 15 ans, ici, ont tous eu le prix Nobel de physique, avec une exception qui est Sommerfeld. Et la raison en est que Sommerfeld était effectivement au cœur d'une école, qui s'appelle l'école de Göttingen, mais lui-même n'a jamais fait de découverte. C'est juste celui qui a formé tous les prix Nobel. Mais lui, il n'a jamais eu rien fait d'important. Donc, il ne pouvait pas gagner le prix Nobel, mais on l'a nommé, je dirais, pour son capital social, et non pas son capital scientifique. Mais à part lui, tous les autres, donc là, on a un indice que être central longtemps peut donner des prix. Donc ça, c'est la première fois qu'on peut le voir avec des indices. Ce qui nous amène maintenant à ce que je disais tantôt, c'est beau, là, les liens. En gris, on a tous les liens avec la physique du début du siècle. Okay? La question, c'est de dire, est-ce que les techniques automatiques
pour me dire ce que je disais tantôt à l'œil, bon, ça c'est Einstein, ça c'est la relativité, ça c'est l'astrophysique. La réponse est oui. Il existe, maintenant qui est assez connu, mais ils l'ont fait en 2008. Moi, j'ai utilisé en 2009. C'est ce qu'appelle le logiciel de Blondel ou le logiciel de Louvain de détection de communauté. Donc, c'est les informaticiens qui ont fait ça, mais il n'y avait pas de données empiriques. Le logiciel de détection de communauté, au fond, c'est assez intuitif. C'est une fonction qui, j'ai oublié le nom, là, mais tu optimises ça. OK. Si mon réseau est aléatoire, donc, parce que bien sûr, j'ai plus Einstein et Platon, je peux faire une co-citation Einstein-Platon. C'est peu probable, donc la probabilité va être faible et non zéro. Donc, si on compare la structure des réseaux à un réseau aléatoire, il y a autant de chances que n'importe qui soit communiqué que n'importe qui. Mais si effectivement, on a une structure, comme on l'a vu tantôt, on voit qu'en fait, ces gens-là ici se citent beaucoup entre eux et beaucoup moins à l'extérieur. Donc, au fond, c'est une technique d'itération, d'optimiser une fonction pour trouver quelle fonction maximise les liens internes et coupe pour les liens externes. S'il y a moins de liens internes, on coupe. Et quand on coupe, on définit une communauté. Ici, j'ai montré pour ABCDF, là, on a donc des communautés effectivement distinctes qui correspondent, par exemple, celle d'Einstein, je ne sais plus où aller, en physique, c'est... puis en plus, il y a un autre test, c'est à cette époque-là, comme les matheux ne citent pas efficient, etc., il faut que les communautés soient essentiellement disciplinaires. Sinon, ça veut dire que la technique ne marche pas. Et effectivement, si on regarde qu'il y a peu de mélange, ici, on a des triangles avec des triangles, donc c'est vraiment une communauté de chimie physique. Le carré en haut, c'est la physique. Et dans la physique, on a l'astrophysique distincte de la spectroscopie, distincte de la relativité. Donc, la technique est quand même assez forte et montre que les acteurs co-citent essentiellement la spécialité. Donc, la technique d'analyse de co-citation peut nous permettre, si on prend toute la base de données, de créer les disciplines, ce qui m'intéresse, de suivre dans le temps, et à l'intérieur d'une discipline, regarder les communautés à l'intérieur de la discipline, comme ici, à l'intérieur de la physique, on a l'astrophysique, on a ça. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le cas de l'économie, qui nous donne ça ici. Ce qu'on a fait, on s'est dit, OK, on prend dans la base de données qu'on a. Donc, moi, j'ai toute la base de données qui est une forme de laboratoire virtuel de sociologie. Donc, j'ai tous les données, qu'est-ce qu'on veut? On veut toute la science, on regarde si la physique est séparée de la chimie, on n'a pas à le décider, on regarde la dynamique temporelle. On s'est dit, on va prendre le sous-ensemble de l'économie. Vous allez me dire, comment on définit l'économie? On se donne une définition opérationnelle. C'est-à-dire que dans la base de données, on a, disons, j'oublie le détail, disons, on a 200 revues, ou 150, bien sûr, si on est en 1950, on a moins qu'en 2000, là, mais laissons faire les détails. On a des revues d'économie. Et on les a mis plus large, tout ce qui parle d'économie, on le met. On n'est pas a priori à dire ça, c'est pas de l'économie. La preuve, c'est que comme on a vu que les co-citations définissent des sous-champs, si on avait inclus des choses qui ne sont pas de l'économie, on le verrait tout de suite parce que personne ne va y s'y référer dans les revues majeures d'économie. Donc, c'est une circularité qui assure que même si j'avais mis des revues de physique, elle sera disparue parce que les revues d'économie ne citeront pas des revues de physique. Donc, en gros, on prend les revues d'économie et on divise ça par période de 5 ans et on regarde les non pas les co-citations, mais ça pourrait le faire. D'ailleurs, je veux qu'on le fasse avec les co-citations, j'aime mieux les co-citations. On prend le couplage bibliographique, on dit quel article est proche de tel autre et quel autre est proche de tel autre. Et une fois qu'on a tout ce réseau-là, on applique la détection de communauté et on a donc on a au maximum là, sur 50 ans 15 domaines ou 16 domaines de recherche plus ou moins stables. Ici, par exemple, on a entre 56 et 60, on a une quinzaine de domaines. Si on saute, mais là j'ai un petit film, je ne sais pas si on peut aller sur Internet, c'est mon cas. J'ai un petit film qui font des bulles, mais c'est du gadget pour mon assistant qui a ça. Moi, je trouve ça sert à rien. Mais bon, en 76 et 80. Bon, la grosseur des bulles, c'est la quantité, c'est un peu l'importance du domaine dans la discipline. Et les liens, c'est la force des liens entre chacun d'eux. Et donc, si on va ici, on voit que là, 56 et 60, la détection de communauté voit beaucoup de petites communautés. Et le domaine ici, par exemple, classe, domestic duties, education, agriculture, technologie, population, le choix est fait
par l'ordinateur aussi. On lui dit, bon, tu as le domaine, tu as tous les articles, tu prends les titres d'articles, tu prends les mots, les 5 mots les plus fréquents. On peut le faire à la main, mais là, au moins, il nous donne les mots les plus fréquents. Ça nous donne donc la dynamique temporelle du champ. Je me trompe. Et 76-80, si on va 2000, on voit qu'à partir du milieu des années 70, je pense que la masse de données fait qu'il y a une stabilité relative plus grande. On a, mettons, 7-8 domaines et non pas 15 ou 16. Parce qu'ici, voyez-vous, quand on est au début, on voit que si on commence en 56-60, on a plein de petits domaines dont la durée de vie est courte. Donc, on se dit c'est un artefact de notre appareil parce qu'il n'y a pas assez de données et ils vont être fusionnés. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la fusion de domaines qui était pendant 3-4 ans perçu comme distinct par l'algorithme, qui n'est pas parfait. Donc, on se dit qu'il faut compenser cet algorithme-là, c'est pas Dieu. Et donc, toutes les petites affaires qui bougent très, très vite n'ont pas la robustesse. Alors que le domaine ici, 1, qui est, c'est quoi ça? Estimation, Demand, Regression, économétrique. Effectivement, l'économétrie est un domaine qui est perçu dans la structure des références comme très, très stable sur le long terme. Donc, il y a 5-6 domaines stables et d'autres petits domaines qui sont perçus et qui, donc, comme ils ne sont pas stables, on peut les considérer non pas comme des vraies spécialités, mais des domaines de recherche. Les domaines de recherche sont moins stables que les spécialités. Parce que s'il y a une mode, on fait un domaine de recherche, mais on retourne dans notre spécialité plus stable. Donc, c'est un peu l'interprétation que je donne à ces structures-là. Ici, c'est mon petit film, et on n'a pas, je pense pas que j'ai Internet, donc on fait un petit film, mais ce qu'il fait, c'est qu'il prend ces bulles-là, puis il bouge en tous les 5 ans. Les jeunes aiment les films, donc c'est vrai. L'autre chose qui est intéressante dans cette approche-là, c'est qu'on peut suivre les relations entre les disciplines. Donc, si on a fait une étude entre 80 et 2008, c'est un nouveau domaine qui est apparu au milieu des années 90, qui a été débattu, qui existe encore, qui est le domaine de l'éconophysique. Vous ne connaissez pas l'éconophysique? Oui. Bon. L'éconophysique, au fond, c'est une bande de physiciens qui n'avaient plus rien à faire en physique parce qu'il n'y avait plus de job, mais qui avaient des connaissances techniques très fortes dans des techniques de transition de phase, donc qui viennent de physique de l'état solide, et qui, quand ils regardent les courbes de marché, ils disent c'est pas du random walk, c'est pas des processus aléatoires de random walk, c'est toutes des lois de puissance, c'est toutes des lois de Pareto. Et nous, au cours, on connaît ça, c'est ce qu'on a en physique transition de phase. Donc, ils amènent leur technique mathématique, puis ils disent, OK, on va appeler ça un nouveau domaine, l'éconophysique. C'est qu'on voit des modèles non pas d'équilibre, on s'en fout de votre équilibre, on prend les données et on modélise à partir des lois de la physique, parce que c'est les mêmes, la même structure, disent-ils. Je m'en fous. Okay. Mais ils disent, vos théories d'équilibre, ça ne rend pas compte du fat tail, parce que le fat tail fait qu'il y a plus de crises que ce que l'économie standard néolibérale dit. Donc, eux disent, c'est pas bon, nous, on arrive. Fait que moi, comme ça, c'est assez intéressant. Voici, vous avez les économistes. Vous avez une bande d'externes qui disent « Tasse-toi, mon oncle », c'est de la bullshit, on part à zéro. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va se passer une chose assez intéressante, c'est la première fois que j'ai vu ça de ma vie, c'est que l'écono-physique, en gros, là, il y a un papier au complet, là, je vous caricature l'histoire, l'écono-physique va être rejeté par les grandes revues d'économie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit « Il n'y a pas de problème. Nous, on connaît la physique, on va publier dans des revues de physique. » Parce qu'en physique, il y a de la modélisation. Donc, ils vont dire, OK, au lieu de modéliser des spins, on va modéliser l'économie. Donc, les revues de physique vont commencer à dire, puis surtout des revues européennes comme Physica, vont dire, ouais, c'est bon. Au fond, on étend l'empire des méthodes de la physique à la société. C'est bien, il y a même tout un mouvement que je n'ai pas étudié encore, qui est la socio-physique. Il y a un prof français qui a travaillé beaucoup sur la socio-physique. Il y a Bouchereau, là, qui est à l'école... qui est à l'école polytechnique, qui travaille sur HBGay, donc quand les P, j'essaie de les éviter. Et donc, on découvre qu'au fond, les revues, là, on a le réseau non plus des auteurs, mais des revues. C'est la même chose. Il faut bien comprendre que les réseaux peuvent être à n'importe quelle échelle. Vous avez Einstein avec Poincaré, ou vous avez Physical Review avec Annalen der Physik, ou la revue française de sociologie avec Actes de la recherche. Donc, c'est toute échelle confondue. Donc ici, le réseau,
c'est l'échelle des revues dans lesquelles on publie de l'écono-physique. Et on voit qu'au cœur, c'est les revues de physique, et à la périphérie, les revues d'économie. Pourquoi? Parce que l'écono-physique a besoin des données d'économie. Donc, l'écono-physique cite les revues d'économie, mais les économistes ne citent pas les revues de physique. Donc, il y a une asymétrie dans la distribution des flux, et c'est un rejet du domaine de l'économie. La preuve, c'est que s'il y a la moitié ici qui ne savent pas c'est quoi l'écono-physique, c'est la preuve que c'est un secret bien gardé. Mais maintenant, il y a des manuels qui commencent à apparaître sur le marché, et on peut prévoir ou prédire que l'écono-physique va peut-être, hypothétiquement, devenir plus centrale, parce que les banques ont commencé depuis une quinzaine d'années, justement, à embaucher des diplômés de physique qui font des modèles de vente automatique, etc. Et donc, s'ils s'apercevaient que les modèles des physiciens sont plus efficaces pour leur affaire, ils vont dire, écoutez, là, vous avez beau pas aimer les physiciens, vous avez beau rêver à l'équilibre, mais nous, ils nous font faire de l'argent, donc on les inclut. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver en 2015 ou 2000, j'ai cessé d'étudier, mais donc c'est un domaine qui se développe et qui peut-être va percoler, c'est une hypothèse, va percoler dans les revues dites centrales de l'économie. On peut l'étudier de façon bibliométrique. Je saute les autres exemples pour vous montrer qu'on peut étudier ces réseaux-là toujours à n'importe quelle échelle. Ici, j'ai étudié la collaboration européenne de chez nous, et on voit très bien que l'Ontario est très lié à l'Angleterre, à l'Allemagne, le Québec, parlant français, est davantage lié avec la France, alors que les petites provinces sont à la périphérie d'un réseau très dense de collaboration entre les pays européens, dont évidemment le centre, c'est la France et l'Allemagne. Donc, les techniques bibliométriques peuvent vraiment nous faire voir des structures autrement beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. Ici, j'ai les données de collaboration entre provinces et entre les institutions canadiennes, pour montrer qu'au fond, si on regarde la langue des institutions, on voit très bien que les réseaux francophones ont plus de difficultés à s'intégrer au réseau des unilingues anglais du reste du pays. Donc, effectivement, si on faisait une carte des publications en fonction de la langue, on voit tout de suite que la structure des collaborations est complètement différente. On n'a pas besoin d'une régression pour voir ça. On voit dans la structure du réseau. Donc, en somme, ce qu'on a voulu faire, et le cas d'économie est un cas particulier d'une analyse, donc de la dynamique des disciplines, comment elles évoluent dans le temps avec des bases de données là, très très riches. Donc, voilà ce que j'ai essayé de mettre au point. Je vous remercie. Je suis ouvert à... Allez-y. Ou bien moi, je vais m'asseoir là.